Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mort de la photo de famille. Collection Logique sociale. Série Études culturelles. Dirigée par Bruno Pequignot. Le champ des pratiques culturelles est devenu un enjeu essentiel de la vie sociale. Depuis de nombreuses années se sont développées des recherches importantes sur les agents sociaux et les institutions, comme sur les politiques qui définissent ce champ. Le monde anglo-saxon utilise pour les désigner l'expression Cultural Studies. Cette série publie des recherches et des études réalisées par des praticiens comme par des chercheurs, dans l'esprit général de la collection. Martine Maleval, L'émergence du nouveau cirque. 1968 à 1998, 2010. Yvonne Nérat, Socio-anthropologie culturelle de l'univers étudiant 2010. Isabelle Papieau, de Starmania à Mozart, musical pop-rock. Les stratégies de la séduction 2010. Gilles Vieille-Marchizet, Dire, des loisirs et des banlieues. Enquête sur l'occupation du temps libre dans les quartiers populaires, 2009. James Archibald et Stéphanie Galligani sous la Dire, Langues et Immigration S, Société École Travail 2009. Christelle Taillibert, Tribulation festivalière. Les festivals de cinéma et audiovisuel en France, 2009. Florine Siganos, L'action culturelle en prison. Pour une redéfinition du sens de la peine, 2008. Isabelle Papieau, Le renouveau du merveilleux, 2008. Gabriel Segré, Loft Story ou la télévision de la honte. La télé-réalité exposée au rejet, 2008. Michel Laronde, Postcolonialiser la haute culture 2007. Olivier Alexandre, Utopia à la recherche d'un cinéma alternatif 2007. Archibald James et Chis Jean-Louis Dire, La langue et l'intégration des immigrants 2007. Mouchtouri Antigone, Sociologie de la culture populaire 2007. Négrier Emmanuel, Une politique culturelle privée en France 2006. THIRYCHERQUES Hermano Roberto, Modélisation de projets culturels, 2006. Werner Jean-François Dire, Médias visuels et femmes en Afrique de l'Ouest, 2005. Lardelier Pascal Dire, Des cultures et des hommes. Clés anthropologiques pour la mondialisation, 2005. Ancel Pascal Pessin Alain, Les noms publics. Les arts en réception de vol, 2004. Dreyer Emmanuel Le Floch Patrick Dire, Le lecteur. Approche sociologique, économique et juridique, 2004. À ma mère et mon frère, trop tôt disparus. Et à Laurent et Benjamin pour les routes parcourues. Note. Les photographies reproduites sont mises à disposition par l'auteur. Ou par des auteurs anonymes. Introduction. La plupart des photographies réalisées par des amateurs sont devenues potentiellement des images amenées à jouer un rôle tant dans des études historiques, qu'ethnologiques ou sociologiques. Ainsi, les fonds de l'atelier du photographe Disredi et de ses portraits-cartes, qui ont miraculeusement été conservés, donnent par leur nombre une vision sociologique et historique, non seulement du type de prise de vue, mais également du public qui fréquente l'atelier et des raisons qui le motivent à se faire photographier d'eux. La parution de l'ouvrage de François Boyoli III, La photocarte. Portrait de la France du XIXe siècle et la base de données en ligne réalisée par l'Institut des sciences de l'homme et le Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, CNRS, permettent d'offrir un immense lexique composé des attitudes d'une foule d'hommes et de femmes. Les habits, les gestes et les accessoires qu'ils utilisent présentant une période de l'histoire et l'ambiance dans laquelle ils évoluaient. Philippe Bonin, en puisant dans les archives d'un atelier photographique populaire d'Avignon, s'intéresse aux usages populaires et aux rites du portrait photographique du studio au début du XXe siècle et lit à travers les instantanés toutes les significations dont ils sont chargés. 4. Anne-Marie Garat 5 et Suzanne Proulx 6 ont ainsi, pour l'une à travers des photographies disparates et pour l'autre à travers un album, soit tenté de restituer avec beaucoup d'émotion une histoire des gens ordinaires, soit de reconstruire une fiction familiale en ranimant les personnages exposés dans l'album dans le contexte historique qui fut le leur. Martine Ravache et Brigitte Leblanc-Sett ont-elles réalisé, grâce à un appel à témoins lancé dans plusieurs magazines français et sites internet, un ouvrage fait de témoignages photographiques amateurs,
qui racontant de petites histoires mises bout à bout sont censées reconstituer la grande histoire du XXe siècle. Michel Friseau et Cédric Devégy ont choisi de faire un livre avec les photos ratées, qu'ils ont glanées pendant des années dans les marchés Opus 8. L'exposition « Photos de famille », qui eut lieu à la Villette en 1990, est également intéressante à ce titre. Les quelques 3000 photos de famille, traitées comme une matière brute, aucun nom des auteurs ni figurant, accédaient à un certain registre reconnu d'esthétique qu'une fois utilisé à contre-emploi. Ce n'était qu'à condition de rendre les clichés silencieux, parce que ne parlant plus à ceux qui appartenaient à l'univers intime de leur production, que les auteurs de l'exposition pensaient créer une dynamique de sens et transformer cette mémoire cachée de la société française en une mémoire vive où chacun puisse reconnaître qu'il est de la famille. 9. L'exposition Tout photographe. La mutation de la photographie amateur à l'ère du numérique, qui s'est tenue au musée de l'Élysée à Lausanne de février à mai 2007, s'inscrit dans un même dispositif, même si la technologie a changé, projeter en continu des photos d'amateurs. Sylvain Maresca s'interroge ainsi sur cette curieuse opération qui consiste à faire entrer au musée la photo d'amateur, car elle requiert en quelque sorte de priver d'abord celle-ci de toute qualité pour mieux pouvoir ensuite la réinventer selon des critères savants, notamment esthétiques, supposés par principe étranger au photographe anonyme 10. L'histoire des techniques de reproduction visuelle de la famille conditionne non seulement le support physique, mais aussi la présentation de celle-ci. Ainsi, l'activité humaine, reproduire sa famille, va générer, selon le temps auquel on se place, des documents physiquement différents, mais avec un contenu de même nature, la famille. Une première étude sur la photographie de famille à la fin des années 1980 m'avait conduit à réfléchir sur la double mutation de la famille et de sa manière de se mettre en image et avait donné lieu à la publication de 2 articles sur l'abandon progressif de la pose, la naissance de la photo affective, et l'évolution de la double dimension du mensonge et de la vérité des albums de photos. Délaissant ce sujet de recherche pour d'autres jusque dans les années 2000, l'irruption progressive du numérique dans les familles, mais probablement aussi ma propre difficulté à quitter l'argentique, m'ont orienté vers une nouvelle recherche sur les changements que le numérique apportait, ou non, à la photographie familiale. Je choisis alors de rencontrer une génération de personnes, majoritairement déjà parents, voire pour certains grands-parents, afin de tenter de saisir comment ils vivaient très concrètement ce passage photographique et les répercussions que cela avait sur leur pratique tant au niveau des prises de vue que du stockage sur ordinateur ou encore de l'archivage. Il y a un lien particulièrement fort entre photographie et famille, et les différentes parties de cet ouvrage, marquées par l'expérience vécue et par des centres d'intérêt de recherche, ont été rédigées à diverses périodes de ma vie. Le choix d'un thème de recherche n'est pas anodin, et cette recherche sur la photographie de famille n'échappe pas à ce lien subtil entre chercheur et sujet de recherche. Je me souviens très bien avoir pris la décision de travailler sur la photographie de famille en 1980, alors que je venais de recevoir par courrier un paquet contenant toutes les photographies de ma famille arrachées de l'album et placées en vrac dans un sac plastique. De sombres raisons familiales et conflictuelles avait conduit mon père à vouloir se débarrasser de ces traces, et ma belle-mère à choisir de sauver ces images d'une destruction certaine et de me les envoyer. Les réactions mitigées, de tristesse à les voir ainsi arrachées de l'album, de soulagement qu'elle n'ait pas disparu dans une poubelle et de colère m'ont convaincu de l'importance de la photographie de famille et de son rôle symbolique. La photographie familiale revêt avant tout les visages des proches, visages où s'associent souvenirs, émotions, regrets, mais aussi espoir, devenir et bonheur. Visages auxquels nous nous adressons encore lorsqu'ils ont disparu, ou que nous regardons changer lorsqu'il s'agit des enfants. Il n'y a donc pas de sociologie de la photographie de famille qui pourrait être neutre, pour l'unique raison que les photographies de famille, les nôtres ou celles de nos proches, ne sauraient être mises à distance. En paraphrasant Georges Devereux, toute recherche est auto-pertinente sur le plan inconscient et je m'estime émotionnellement impliqué dans mon matériau auquel je l'identifie. M'intéresser à la photographie mortuaire n'est pas sans lien avec les clichés que j'ai réalisés, à 20 ans après le décès de ma mère, et que je n'ai jamais osé montrer de peur que l'on me dise morbide,
Réfléchir à la relation entre photographie et deuil n'est pas sans rapport avec les décès familiaux et le rôle des photographies en ces périodes de deuil. Repérer et analyser les changements perceptibles dans les prises de vue de la famille et particulièrement des enfants a pris sens en observant la pratique photographique qui a accompagné les naissances familiales et amicales. Quant à la dimension des rapports de genre, la répartition sexuée des rôles et des tâches, non seulement elle fait partie d'une trajectoire de recherche féministe qui me tient à cœur, mais elle me semble importante à localiser même dans des domaines aussi anodins que la photographie familiale, ainsi que les évolutions ou non-évolutions à travers l'histoire de la photographie et tout particulièrement du numérique. Je n'échappe pas non plus à cette division que connaît l'ensemble des familles entre photos ou albums transmis, hérités, qui font partie des archives familiales et photos ou albums démarrés au premier enfant qui sont ceux que l'on constitue en créant sa propre famille. À ce balancement entre les photographies de ceux qui vont ou ont disparu, et de ceux qui apparaissent, qui au-delà de la mémoire familiale nous balance entre passé et avenir, mort et vie. Je n'échappe pas non plus au besoin de raconter les photos de famille, qui sans mots ne prennent pas sens, et à la tentation de décrypter les clichés pour m'en livrer à une interprétation changeante selon les périodes de ma vie. Travailler sur les photographies de famille est à la fois passionnant et presque impossible, écrivait Emmanuel Garrigue en 1996, cela renvoie aux difficultés principales des sciences humaines en général. Peut-on travailler sur l'intime des autres proches ou lointains, et comment ? Ne risque-t-on pas sans arrêt de faire interférer sa propre subjectivité de chercheur et d'humain avec celle des autres ? 12. Écouter des gens que l'on ne connaît pas parler de leurs photographies de famille, regarder leurs clichés, c'est faire irruption dans les images de leur intimité, même si avec le numérique et les sites en ligne, cette intimité semble davantage être exposée et glisser du domaine du privé à celui du public, c'est aussi entrer de plein pied dans leur histoire familiale et leur interprétation de cette histoire. Reste que les heures que j'ai passées à écouter ces personnes me raconter leur vie par leurs photos, l'histoire de tel ou tel cliché, leur rapport aux images qui leur arrivent du passé comme à celles qu'ils réalisent, ont été des moments de grand plaisir. J'espère qu'en lisant cet ouvrage ils s'y retrouveront, comme individus mais aussi comme génération charnière qui a grandi avec la photographie de famille à l'époque de l'argentique et qui aujourd'hui, découvre, innove, bricole avec la naissance du numérique. Mort des photographies et photographie des morts. Les photographies meurent aussi. Il en va d'elles comme des personnages qu'elles ont immortalisés. Les photographies se décolorent, vieillissent, jaunissent et dépérissent. De certaines photographies anciennes et parfois plus récentes, il ne reste plus qu'une tache pâle et illisible où l'image se défait, se décompose pour finalement disparaître. Elles peuvent aussi être perdues, déchirées, déchiquetées, voire brûlées. Elle tenait de nouveau dans ses mains les photos de son père. C'était un petit homme mince, le nez aigu. Les cheveux gominés comme autrefois, coiffés en arrière, mais rebelles, un peu hirsutes. Elle redescendit à la cuisine. « Il faut tout jeter », se disait-elle. « Quelle que soit l'angoisse que j'éprouve, il faut tout jeter. Je sais qu'il faut se séparer de tout. » Elle alluma un des feux et enflamma une à une les photos de son père, 13. Parfois au cours de guerre ou d'exil, elles sont abandonnées ou arrachées à leurs propriétaires puis détruites car perpétuant une trace des absents comme l'évoque Christa Wolf. L'album marron aura été soit perdu au cours des pillages auxquels se livrèrent naturellement les anciens voisins dans les maisons et les appartements désertés, soit brûlé par les habitants polonais qui se sont succédés dans la maison. Il est évident que les souvenirs de leurs prédécesseurs devaient leur être importuns. Mais les photos que l'on a souvent et longuement regardées brûlent mal. Elles sont gravées dans la mémoire sous la forme d'immuables effigies. Il est sans importance qu'on puisse ou non les produire comme pièces à conviction. Cette fameuse photo, ta photo favorite, est à ta disposition. Tu peux la faire apparaître dans le moindre de ses détails. 14. Lorsqu'elles ne sont pas réduites en cendres, elles sont parfois réparables, avec du scotch ou par les manipulations d'un photographe qui restaure les vieilles photos ou d'un généalogiste, archiviste familial et féru d'informatique qui les fait revenir à la vie. Car du jour où elles quittent leur toit familial, celles-ci s'éteignent généralement lentement, finissant dans une cave humide peu propice à leur conservation, dans une poubelle ou dans les boîtes d'un brocanteur qui les arrache à l'agonie sans pour cela leur rendre leur vie originelle. En revanche,
Certaines sont soigneusement entretenues de génération en génération, offrant sur leurs clichés presque intégralement l'histoire de la famille depuis que la photographie existe. Collées dans des albums, elles accèdent à la place céleste d'une armoire, témoignant alors du lien profond qui unit les vivants et les morts d'une même famille et révélant les moments historiques, les tendances collectives au fil d'une singularité familiale. Les guerres, celles de 14 à 18 puis de 39 à 45 y sont présentes, les exils aussi, puis ces visages qu'on ne verra pas vieillir ou qui vieillissent jusqu'à disparaître de la scène quotidienne de l'album, remplacés par de nouveaux visages qui eux aussi vieilliront au fil des pages puis disparaîtront. Avec le temps, les photos elles-mêmes deviennent orphelines, à jamais délaissées par ceux qui jadis pouvaient nommer chaque visage, chaque scène ou chaque lieu représenté. Car la photo, support du souvenir, ne demeure photo-souvenir, que le temps où le souvenir des personnes photographiées continue d'être porté par les vivants. Comme l'écrit Christian Boltanski, quelqu'un a dit « on meurt 2 fois ». On meurt quand on meurt et on meurt une deuxième fois quand on trouve votre photo et que plus personne ne sait de qui il s'agit. 15. Amener à chiner d'anciens albums de photographies de famille dans des vides-greniers ou des brocantes pour trouver matière à analyse ou à illustration. Je n'ai pu m'empêcher d'être touché par ces portraits et scènes de famille soigneusement collés et annotés, définitivement sortis de leur contexte familial. Cette impression d'abandon et de dérisoire de ces histoires familiales abandonnées au tout venant semble partagée par tous ceux qui ont été fouillés dans ces archives. Moi j'ai toujours un petit coup au cœur quand on chine et que d'un seul coup je vois des petites mémés dans leur cadre, je me dis mais qu'est-ce qu'elle fout là cette photo, je trouve que... Voilà une chose que je ne pourrais pas faire, même si cette mémé elle est géniale, je ne serais pas foutu d'acheter cette photo. Parce que je me dis qu'elle devrait être peut-être dans un grenier, chez ses enfants. Ça veut dire qu'un jour tout le monde est parti, et que la photo elle est restée là. Vous n'imaginez pas l'effet que ça me fait. Je me dis si au moins quelqu'un avait eu la bonne idée de la déposer au cimetière. Mais là sur un marché. Images privées de la vie privée, arrachées aux maisons auxquelles elles appartenaient et définitivement amputées de la tradition orale qui leur donnait vie, elles gisent à jamais silencieuses. La première et unique fois où Folk l'avait vue pleurer à la guerre, avait été devant un album. Il l'avait trouvé par terre souillé de plâtre et mouillé par la pluie qui goûtait du toit crevé, ouvert sur 2 pages où étaient collées des photos d'une famille à Noël, le père et la mère, les grands-parents, 4 jeunes enfants et un chien, images heureuses autour d'un sapin décoré et d'une table bien garnie. Cette famille Folk et elle venaient de la voir au dehors, dans une mare du jardin, magma de vêtements mouillés et de chair déchiquetée, criblée de balles et achevée avec une grenade à fragmentation, 16. Tombées en mains étrangères, sous des yeux indifférents, les images privées ont quelque chose de trivial, de lamentable, dans leur exhibition publique, écrit Anne-Marie Garat, tant s'y montre au grand jour combien le secret était dérisoire, répétitif et morne, les petits morceaux de vie conservés, insignifiants, les instants de vie sacralisés dans ces images 17. Nulle parole ne vient plus leur rendre vie et donner sens aux images. Elles ne disent plus rien, sauf pour quelques sociologues, historiens ou photographes qui viendront s'y alimenter et substituer un discours scientifique au discours familial. Lorsque je feuillette l'album de famille d'un inconnu, écrit Jean-Marie Schaeffer, je contemple des images qui étaient des photos souvenirs, mais pour moi elles sont des témoignages et ne sont nullement redondantes par rapport à ma propre mémoire, qu'elles soient directes ou médiatisées par des narrations familiales. 18. Il en va également ainsi pour les photographies de sa propre famille, que nul ne peut plus parler. Dans les rares photos de ma famille, raconte Dounia, il y a une photographie avec plein d'enfants sur une espèce de terrain vague, mais personne n'est capable de me dire qui il y a sur la photo. Je n'ai pas d'histoire sur cette image. Nous retrouverons dans de nombreux entretiens cette sensation de photos mortes, sans histoire, c'est-à-dire amputées de la mémoire qui leur permettrait de continuer à vivre dans le souvenir familial. Pour Armel, il faut faire vite et parler avec ses parents avant que cette mémoire vive ne disparaisse à jamais. Ce qui est dommage, c'est que ces photos risquent d'être sans légende parce que la mémoire de la famille est en train de disparaître, donc ce que je pensais faire, c'est un jour en parler avec mon père. Pour Jean, la possibilité des apostrophes. Aller chercher des renseignements de vive voix pour sa famille maternelle est révolue, mais sa quête continue pour arriver à nommer les membres de sa famille. Je connaissais la plupart des gens sur les photos de famille. Du côté de mon père, une cousine m'a aidé à mettre des noms,
Ce qui me chagrine le plus, c'est que du côté de ma mère, il faudra faire des démarches en mairie. Quant à mon géniteur, on pourrait dire qu'il a disparu à 2 reprises. La première lorsque Lily a perdu sa trace dans les limbes de la maladie, et la deuxième lorsqu'elle l'a emmené avec elle dans la mort. Ensuite, toute réminiscence de lui est tombée dans l'oubli, y compris son nom. Pourtant, je n'ai pas abandonné mes recherches, espérant découvrir au moins son identité. Voir un doigt descendre sur une photographie et entendre une voix me dire « c'est lui » 19. Les photographies ne réservent de l'émotion, du commentaire et de l'interprétation que pour ceux dont elles racontent l'histoire. Le discours sur la photographie, par-delà sa simple description, s'enrichit d'un discours autour de la photographie, qui pour sa part devient alors souvent une construction où l'on réinvente ou énonce les personnes, les relations à ces personnes et qui, bien souvent au fil des ans ou des générations, se transforme pour se conformer à l'image que l'on tente de projeter en portant un regard rétrospectif sur le passé. Se référer à la photographie, c'est alors réactiver, réinventer ou reconstruire son passé personnel et familial. La figure de l'image ne peut en effet se lire que dans l'implication de discours d'ordre autobiographique, souvenirs personnels, récits des proches, fabulations, enfin tout ce qui a trait au roman familial. Ces discours sont de l'ordre du souvenir, la reconnaissance immédiate de la figure passant par sa nomination, et de la remémoration, qui narrativise l'instantané en l'ouvrant sur le temps chronologique 20. Il importe donc, dans le cadre d'une étude sur ces productions domestiques, de prendre en compte le discours et de concevoir le visionnement des photographies comme un processus complexe d'interaction entre le photographe, le récepteur S et l'image, et donc d'étudier cette autre dimension de la photographie de famille, le discours. Comme le souligne Sarah Dornier-Agbodijan, la photographie de famille contient du langage qui ne demande qu'à être verbalisé. C'est le langage qui fait exister la photographie de famille à part entière. C'est lui qui la fait pleinement advenir, qui l'accomplit, voilà pourquoi elle le provoque sans cesse. De plus, la photographie retient une multitude de détails, en présentant une ou plusieurs personnes à un moment donné dans un lieu donné et ce qu'elle montre accroche le langage pour dire aussi ce qu'elle ne montre pas 21. Ce qui devient important, c'est la relation qui fait qu'un ou des membres de la famille constituent une photographie comme une trace de à un moment donné. Or, la trace n'existe que si une personne peut la reconnaître ou l'interpréter en tant que telle. Le cliché en permettant de retracer, se donne ainsi comme une archive privilégiée de la mémoire. C'est par une photographie d'elle à 5 ans en 1939, qu'Annette Zaidman commence ses mémoires d'une enfance volée qui relate sa vie parisienne de petite fille juive de 1938 à 1948. À la regarder, cette photo noir et blanc ne présente aucun attrait. Pourtant, une multitude de flashs émergent de ma mémoire quand le cliché me tombe sous les yeux. Aussi, quand il m'arrive de vouloir capter un détail enfoui dans mon inconscient, je recherche cette image qui semble ne rien signifier et qui m'aide pourtant à renouer le fil. Le pan de mur qui, sur la photo, semble dépourvu d'âme et devant lequel je pose, je le reconnais bien. C'était rue Corbeau face au grand immeuble où nous habitions, 22. La photographie de disparu n'existe que pour les membres de la famille. Pour les autres, elle peut être intéressante du point de vue de ce qu'elle représente d'une époque ou pour son aspect esthétique, mais en aucune façon pour sa symbolique. Je regarde cette photo, d'elle je ne sais rien. La pose, les vêtements peuvent me permettre de la situer entre telle et telle époque, de repérer l'origine sociale, mais je ne sais pas dans quelle ville elle a été prise. Ce que j'y vois, ce sont 2 adultes et 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Mais pourquoi a-t-on pris précisément cette image? Quels sont les liens familiaux entre les gens? À quelle occasion la décision de photographier la famille a-t-elle été prise? Que faisait-il dans la vie? De tout cela je ne sais rien et ne peux rien savoir. La seule chose que je puisse savoir est ce que la photographie me donne à voir. Une femme un peu décoiffée, de même robe pour les 2 filles, etc. La seule chose que me dise la photographie est que ces personnages ont effectivement été là un jour, dans cette position. La photographie nous confronte ainsi à quelque chose de nouveau et de singulier. Dans cette photographie de famille qui pose devant l'objectif, il reste quelque chose qui ne se réduit pas au témoignage, quelque chose qu'on ne peut soumettre au silence et qui s'inscrit dans une distance entre 2 temps, l'époque où cette photo a été prise, cette famille qui a vécu là, mais aussi le présent de celle qui est encore vraiment là 23.
Pour avoir regardé de nombreux albums avec leurs possesseurs au cours d'une première recherche, rien ne ressemble plus à un album de photos d'une famille de la classe moyenne des années 80 qu'un album d'une autre famille de la classe moyenne dans les mêmes années. Mais si les éléments visuels des clichés peuvent nous renseigner sur les codes sociaux et culturels d'une époque, ils ne dévoilent qu'une part de l'information qui se rattache à ces images privées. Muettes, les photos de famille n'expliquent pas, n'interprètent pas, ne commentent pas et demeurent énigmatiques. Car la photo est une substitution de ce qu'elle représente, elle tient lieu de quelqu'un ou quelque chose. La photo est une représentation de ce qui a été réel 24. Qualifié de spectre 25, d'analogon 26, de représentation en l'absence du référent 27, de preuve de ce qui a été 28, d'index 29. La photographie s'arrête avec le célèbre « ça a été » de Roland Barthes 30 mais ne répond pas à la question « qu'est-ce que ça veut dire ?» La photographie et la mort. Par un double processus, la photographie transforme les corps vivants au moment de la prise de vue, en cadavres engendrant des fantômes, changeant le sujet en spectre et opérant une résurrection en permettant de regarder le mort comme s'il était vivant 31. Le rôle de la photographie familiale est de sauvegarder la mémoire au-delà de la personne, la mémoire des morts et la conscience du passé. Amir Gutfreund, dans son roman Les gens indispensables ne meurent jamais, fait ainsi parler l'un de ses héros. Dans la famille, on aimait bien être pris en photo. Être immortalisé. Les proches, les amis, les connaissances, tous ceux qui avaient réchappé de là-bas. Après la Shoah, l'éternité leur était nécessaire. Comme l'air pour respirer, comme la nourriture, comme être en bonne santé. En toutes circonstances, ils se photographiaient avec de gros appareils noirs. Comme pour se prouver à eux-mêmes, nous sommes vivants, réels, tel un axiome mathématique, un postulat. On existait bel et bien, 32. La photographie familiale ferait-elle alors partie de la race des nécrophores qui pond ces nouvelles images des vivants, pour leur donner vie au sein des images des morts? Servirait-elle en quelque sorte à circonvenir la mort, à la séduire pour qu'elle se dépouille de son absurdité brutale? De la transfigurer, de la traduire et de lui donner un sens, une raison d'être, une valeur, en rendant la frontière moins tranchée entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Regarder les photos des morts, n'est-ce pas refuser aux morts le droit de s'échapper complètement, tenter de les retenir dans une réalité et remplir le vide plutôt que de le regarder? Les voir en images, et parler d'eux, c'est encore les faire être, afin que se mette à exister pour chacun des membres de la famille, une lignée quasi familière dans le prolongement des vivants. Les photographies accomplissent ce que les Égyptiens voulaient faire en embaumant leurs morts. Quand il te met sur la pellicule, Muybridge ne vole pas ton image. Il lui ouvre la fenêtre. Il te construit une pyramide et t'épargne les ravages du temps. Scarabée, ver de terre, fossoyeur, pilleur de tombes, tout ça te fiche la paix et t'oublie. Te voilà jeune pour toujours. Sauvé pour toujours. Tant qu'il y aura quelqu'un pour te regarder, 33. Comme le souligne Francesco Faetta, la photographie offre à la culture funèbre un précieux instrument de résolution symbolique et d'action rituelle. Elle aide le processus de réinstauration de la vie à travers la domestication des morts, la métamorphose du sens de la mort. Est-ce un hasard si c'est à l'ère du grand renfermement des morts, au moment où immobilisés hors des échanges quotidiens et pieusement stockés à l'écart du monde, que l'image de ceux qui sont morts commence à laisser comme une possibilité d'échange? La photographie des disparus ne permettrait-elle pas alors, outre le fait d'échapper à l'anéantissement, de prolonger les rites de partage et de participation traditionnels entre vivants et morts? Tes parents doivent beaucoup te manquer. Je commence à oublier leur visage. C'est mal? Non, le rassurai-je. C'est le temps qui veut ça. Saisi d'une idée, je plongeai la main dans la poche de mon manteau et en sortis la photo prise par Rahim Khan. Regarde. Il approcha le polaroid à 2 doigts de sa figure, et l'orienta de façon que la lumière de la mosquée tombe dessus. Il le contempla un long moment. Je crus qu'il allait éclater en sanglots, mais il n'en fit rien. Il se contenta de le tenir à 2 mains, en effleurant la surface avec le pouce. Sohrab me tendit le cliché. Garde-le, il est à toi. Merci. Il le scruta de nouveau, puis le fourra dans la poche de son gilet 34. La photographie a toujours eu partie liée avec la mort. Parce qu'une image réalisée par un appareil photo produit la trace de quelqu'un,
quelque chose qui a été devant l'objectif. Les photographies constituent un memento des disparus et du passé révolu 35. Elle a, entre autres, pour fonction de produire un effet de présence, de substituer à l'absence de la personne un équivalent iconique qui en recouvre le vide. C'est ici que grand-mère est restée, alitée des années durant, dit-il. Elle contempla le vieux lit bateau, essaya d'imaginer une vieille femme allongée là pendant 3 ans, qui se nourrissait dans des tasses de café. « Il n'y a pas de photo ?» demanda-t-elle. On n'en prenait jamais. Alors quand les gens mouraient dans la famille, ils disparaissaient vraiment pour toujours 36. La représentation photographique du disparu permet de faire comme si l'absent était ici et maintenant le même. Par la photographie pieusement gardée, contemplée avec d'autres souvenirs dans le cérémonial d'une religion intime, quelque chose de l'horreur de la disparition a été exorcisé. À l'anéantissement brutal et à la décomposition des chairs, s'est substituée l'éternité figée d'un sourire jauni 37. L'absence de corps, la photographie et le disparu. Tout comme le culte du tombeau n'appartient pas à la première spiritualité chrétienne, la fidélité des survivants au souvenir du défunt et la foi en la résurrection prochaine suffisante alors, le culte d'un portrait du défunt est relativement récent. À partir du XIXe siècle, l'absence de tombeau est une carence humiliante pour le trépassé. D'abord signe de pauvreté, l'absence de photographie devient également suspecte au fil du XXe siècle. Ne pas prendre de photos de ses enfants surtout quand ils sont petits est un signe d'indifférence des parents 38. Ces absences peuvent aussi devenir l'indice d'une extermination symbolique, celle que les familles réservent à leurs mauvais membres. En Occident, les morts sans sépulture sont les morts de la honte autant que les morts dont on ne garde pas une trace photographique sont les morts que la famille veut voir disparaître sans laisser de traces. Mais dès lors que l'absence de traces photographiques ne relève pas d'une décision délibérée, d'éliminer un de ses membres, ne pas faire ou avoir des photos devient alors un acte contre nature dans la relation affective qui unit les membres de la famille. Je possède une petite photographie d'elle, femme d'âge mûr, en crinoline, avec de beaux yeux et une expression déterminée mais pleine de bonhomie. Un jour qu'elle était alitée, à la suite je suppose d'une hémorragie, et se sachant condamnée, l'idée lui vint que ses fils en grandissant n'auraient pas d'image d'elle au moment de sa mort. Elle appela sa domestique, se fit revêtir d'une robe du soir en satin blanc et se rendit chez le photographe. Elle avait 6 fils et mourut en couche, 39. L'absence de photographie marque également une rupture dans la transmission car elle marque l'arrêt de toute possibilité de mémoire pour ceux qui vont suivre. Pour Françoise, l'absence de photographie de son frère aîné qu'elle n'a jamais connu parce que décédé à 18 mois avant sa venue au monde, reste inacceptable et relève d'un déni. Il n'a jamais été pris en photo et pour cause puisqu'il avait de graves problèmes de santé, et finalement c'est quelque chose qui m'a manqué. De ne pas pouvoir mettre un visage sur cet enfant, ça m'a à la fois manqué et quand je pense à lui, j'ai un prénom mais je ne peux pas mettre de visage et je le vis aussi comme une offense qui lui aurait été faite. Je trouve ça injuste que cet enfant n'ait jamais été pris en photo. C'est comme s'il avait été plus que renié, dénié. Une personne non photographiée a-t-elle existé ? Un mort sans sépulture est-il un mort ? Un disparu est-il un mort ? Le disparu, le mort sans sépulture deviendrait-il un objet psychique impossible à historiciser ? Or sans lieu psychique, une forme psychique, peut-on encore parler d'objet ? Aurait la tentation de l'errance, du revenant, du fantôme habitant 1000 demeures 40. L'histoire des morts de la Première Guerre mondiale est à cet égard emblématique de la question du lieu de sépulture. Les champs d'honneur sont restés des champs de l'oubli et de désordre, les corps portés ici ou là quand ils pouvaient l'être, trop vite mis en terre, et tant d'autres perdus, laissés ou réduits à l'état de déchets 41. Lorsque l'État souhaite déposer en un seul lieu la mémoire collective des soldats tombés sur le champ de bataille pendant la guerre de 14 à 18, dans un monument le plus souvent érigé sur la place de la mairie ou de l'église, les familles opposent leurs caveaux familiaux. Celles que l'on appellera les folles d'Antigone, ou comme Romain Rolland les Antigones éternelles arpenteront, en dépit des interdictions de fouilles, les champs de bataille afin d'y trouver un indice, morceaux de vêtements, plaques de zinc, photos, lettres, qui leur permettraient d'identifier le corps d'un fils ou d'un mari. Femmes, pères et mères viennent chercher leurs morts, tentent de les exhumer, de les ramener au prix fort d'agences qui offrent leurs services pour les recherches et le transport pour enfin les enterrer.
Face à l'angoisse de l'effacement des traces, la nécessité vitale est celle de trouver le corps du disparu, ou tout au moins un objet lui ayant appartenu. Un morceau de corps peut être même la moindre relique. Retrouver un reste procède de la tentative d'isoler une fonction nécessaire à la conservation du désir chez le vivant 42. À une autre échelle, certains régimes politiques l'ont bien compris et se sont inscrits dans une volonté d'effacer les corps et de rentrer dans une logique de la disparition, en tuant jusqu'à la mort. La disparition, énonce Patrick Baudry, relève de la torture psychique qu'on fait subir aux familles en leur ôtant la possibilité du décès 43. À chaque récit, à chaque détenu, à chaque victime évoquée, Luc met un nom, celui de son père, celui de sa mère. Quand il voit des photos sur chaque masque anonyme, sur chaque crâne rasé, sur chaque regard mort, sur chaque rictus béant, il met leur visage. Sur chaque forme qui se traîne ou qui gît sur le brancard du crématoire, sur chaque tête qui apparaît dans l'entremêlement des corps et des membres de charnier. Il met leur visage. Il ne cessera jamais, 44. La photographie est alors la seule trace matérielle qui puisse encore lutter contre la mort et l'anéantissement. Le photographe algérien Omar D, souhaitant s'exprimer sur le thème de la disparition, revient sur les violences qui ont secoué l'Algérie au début des années 90 en rencontrant les familles des disparus. Dans son livre Devoir de mémoire, A Biography of Disappearance, il présente plusieurs centaines de visages sous la forme de planches de photos d'identité et d'agrandissement en pleine page, avec pour toute indication les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des disparus ainsi que les dates et lieux de leur arrestation, enlèvement ou disparition. Dans une interview, il dira : « Nous avons sillonné des milliers de kilomètres de route, de jour comme de nuit, pour rencontrer dans toutes les régions du pays ces familles isolées à qui on ne donnait aucun renseignement sur le disparu, ces hommes et ces femmes ni morts ni vivants que le secret a engloutis, laissant dans une détresse que vous imaginez de pauvres gens le plus souvent sans ressources. J'ai eu accès aux rares photographies défraîchies où je découvrais des êtres de tous âges, souriants, pendant ces moments de rare bonheur, immortalisés par un appareil photo de fortune et que seule la photographie a la faculté de conserver. Et il faut découvrir comment ces gens tiennent à leurs petites photos et la peur de les perdre. Dernier témoignage d'un être à jamais perdu. C'est sous forme d'un album de photographies de famille qu'Anne-Weiss choisit de publier l'une des rares collections n'ayant pas été détruites, de photographies de familles emportées par des Juifs en déportation. Regardez ces dernières et sacro-saintes photographies portées jusque dans les entrailles d'Auschwitz-Birkenau, c'est voir la nature profonde de ces gens, de ceux qu'ils aimaient, de ce qui importait le plus pour eux. Et ce sont précisément les photos qu'ils ont choisies pour préserver leur propre mémoire 45. Dans leur entreprise de destruction des Juifs, les nazis détruisaient les êtres humains mais aussi les effets personnels, les lettres, les dessins et les photographies, détruisant par là leurs univers, leur vie et leurs souvenirs. Ces rares images quotidiennes de la vie ordinaire témoignent ainsi d'une époque avant la guerre, d'une communauté et de ses traditions à jamais disparues, mais constituent également la seule preuve tangible que ces gens ont existé, lorsqu'il ne reste plus personne pour se souvenir des noms et des visages. Telles des sentinelles silencieuses, elles signalent l'existence de ces êtres disparus. L'histoire familiale, le quotidien doit composer non seulement avec l'oubli, mais aussi avec l'absence de traces réelles des disparus. Comme le souligne Georges Didier Huberman, l'image pourrait alors servir à inverser le processus de déshumanisation introduit par la politique des camps d'extermination 46. Camp de prisonniers de guerre au flag IIC Woldenberg. Un jour l'un des prisonniers a rassemblé toutes les photos d'enfants qu'ils avaient les uns et les autres. Des photos d'amateurs, des photos souvent usées de fils et de filles de prisonniers. Il y en avait beaucoup, peut-être 200, peut-être 300. Rien que des enfants. Il les a accrochées au mur, l'une à côté de l'autre, dans l'une des salles. L'une à côté de l'autre. Petite tête et visage, silhouette sur des genoux et se tenant bien droite, parmi d'autres à vélo, dans des poussettes, en bonnet, en béret, en chapeau. Il fut des nuits sans pouvoir dormir. Il voyait constamment ces frimousses souriantes et pensives, ces yeux, ces centaines de paires d'yeux, combien d'entre eux sont vivants, combien ont survécu. Ces photos il les avait sur eux en quittant la maison. Il les avait reçues dans des colis ou dans des lettres, il les gardait dans des malles ou dans des armoires, il les punaisait sur les chalis 47. A contrario, Denise, dont le père a été déporté, n'a pratiquement aucune photo de sa vie avant l'Holocauste ou de la période autour de sa déportation.
Comme si l'homme qu'il avait été avant et pendant la guerre et le camp de concentration avait été détruit, et qu'il fallait détruire avec lui les photographies. Je n'en ai pas parce que lui les a toutes déchirées, j'ai des photos de lui après, mais il était requinqué, retapé, mais les moments terribles. Non. D'abord il a tout détruit quand il a reçu sa carte de déportation. Il a tout déchiré, la carte, les photos. Pour lui c'était une chose enterrée. À partir de là il a fêté ses anniversaires, j'ai 1 an, j'ai 2 ans. Et puis comme ça n'a pas duré longtemps mon père et ma mère, je n'ai pas de photos. J'ai des photos d'après, quand lui a refait sa vie, quand il était retapé, quand il était à nouveau père de famille. Quand c'était à nouveau un homme normal, mais sinon je n'en ai pas. J'ai des photos du moment où il a connu ma mère, en 35 ou 36, et puis très peu de photos avec mon père et moi petite. À Ciudad Juárez, les membres de la famille exhibent les photos des 370 femmes assassinées depuis 1993. En Argentine, sur la place de Mai, c'est un défilé rituel où une fraction des mères et des grands-mères porte ostensiblement sur la poitrine la photographie du ou des disparus. En investissant la place de Mai comme une scène, différente du lieu de mémoire ou du territoire d'affrontement, en utilisant signes et symboles, ces femmes mettent en scène leur douleur, rejouent leur maternité. Mobilisant tous les registres de l'émotion, elles se situent à la charnière du privé et du public dans une logique combinatoire 48. Le foulard blanc et les photos affichées sur la poitrine constituent par les références d'un rituel d'évocation des disparus, d'un rituel contre l'oubli, la volonté d'empêcher le retour d'une normalité amnésique. Lorsque les folles de la place de Mai tournent gravement sur la Plaza de Mayo à Buenos Aires, elles rappellent en silence mais avec des images que tous ces gens-là ont bien existé. Si les portraits des disparus sont toujours présents dans toutes les manifestations, c'est que leurs proches ont le sentiment qu'ils ont été effacés, que la disparition est lisse, sans trace. 49. Pour les familles, l'absence de corps est un trou noir, un informulable toujours présent, obsédant et perturbateur de la vie quotidienne. Chaque photo pose la question du « qu'est-il devenu ?» et affirme « oui, cette personne a existé ». Les images des disparus deviennent alors des images de résistance face au régime politique qui font disparaître toute trace du corps. Elles sont les seules à rappeler l'existence de son référent. Tout comme la justice doit produire un corps sans quoi elle s'empresse de conclure à un non-lieu et de classer l'affaire, les familiers doivent faire la preuve que le disparu a existé. En 1998, à l'initiative des mères de la ligne fondatrice et des mouvements des droits de l'homme, une exposition est organisée par le Centre culturel de la Recoleta de Buenos Aires, pour présenter les photos des couples et des femmes à qui les enfants avaient été arrachés pour être vendus à des familles correctes. Cette exposition de photographies était destinée à ces enfants adultes qui, s'ils doutaient de leur généalogie, pouvaient peut-être reconnaître leurs parents naturels en comparant leur image à leur propre visage renvoyé par un miroir 50. Dans tous les pays du monde où les mères luttent contre la disparition de leurs propres enfants, le médium essentiel est la photographie, parce qu'elle reste la seule arme contre la politique du secret et l'effacement systématique des traces. La photographie fait toujours appel à un nom propre, elle appelle le nom de celui qui est en référence. Utiliser l'image peut dans certains cas donner un support identificatoire. Pour Dania Kamieni-Boczkowski 51, l'usage des photographies des disparus en Argentine pendant la dictature militaire des années 1970 s'inscrit dans le double processus de prouver leur existence et de pouvoir par ailleurs, grâce à ce support, inscrire le début d'un processus de deuil autrement impossible. La photographie prouve la présence, l'existence mais au passé. Car les disparus n'ont pas vraiment disparu, ils sont occultés et par là rendus invisibles. La photographie d'une personne la sort de l'anonymat de la disparition, et affirme une identité. Pour la famille des disparus, elle est parfois en attente de sa légende ou d'une identification définitive, car le disparu n'est ni mort ni vivant, c'est un fantôme. Je suis devenu un véritable spécialiste des personnes disparues. Un certain Boaz par exemple. Une annonce passait régulièrement dans la presse depuis les accords du cessez-le-feu. Elle dit à peu près ceci: son papa et sa maman recherchent Boaz. La photo d'un adolescent, un jeune tankiste aux cheveux courts, 52. Dans le cas de la disparition,
Il n'y a pas d'inscription et c'est dans les photos de famille que l'on va chercher une preuve matérielle de l'existence de ceux qui ont disparu sans laisser de traces et dont on ne sait si au présent ils sont morts ou vivants. On se souvient des photographies de Hans Sas, Le retour des prisonniers, Vienne, en 1947 ou de Robert Capa, Mère à Naples, en 1943, montrant une femme au visage usé tendant du bout des doigts la photographie probablement d'un fils devant un soldat. L'avez-vous vu ? Pouvez-vous me donner des nouvelles ? Est-il encore en vie cet homme qui existait, puisque j'en ai la photographie ? Quand les Américains sont arrivés, dit l'homme en août par la route de Cernay et qu'on s'est aperçu que c'étaient des Français, tous les gens étaient sur la route et criaient. Nous on restait là, devant la porte. On regardait bien chaque char qui passait, ceux qui étaient dessus. Quand on le pouvait, on leur criait le nom de notre fils. Ils étaient pressés, ils avaient du mal à écarter tout ce monde qui bouchait le passage, tu comprends ? Et puis avec tous ces bruits des moteurs. On est allé chercher sa photo, et on l'a montrée à ceux qu'on pouvait attraper. Ils nous disaient que non, ils ne le connaissaient pas. Et les jours suivants et les semaines suivantes. Et puis un jour, cet hiver, on nous a appris qu'il était tombé le 18 août en Provence, 53. Dans le roman de Leonid Guirchovitch, le trajet est inverse. C'est en découvrant une photographie réalisée par un Allemand et qui est devenue une référence en la matière de clichés anti-nazis que la mère du héros reconnaît le visage de son père. À peine assise, Essia sortit de son sac à main une photo et la tendit par-dessus la table, tout simplement. Maman l'a pris. Quel hurlement! Terrible, et aussitôt elle porta sa main à la bouche. L'instant d'après elle défaillait, tout le monde nous regardait. Sur la photo, 2 hommes. Un soldat coiffé d'un sinistre casque allemand pointant son fusil mitrailleur vers un homme âgé qui lève les bras en l'air. D'une main, il tient telle une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête, un étui de violon. Cette photo, qui par miracle n'avait pas brûlé, retrouvée dans un havresac parmi les débris d'un avion allemand, était devenue en Occident un des clichés anti-nazis les plus connus, reproduite maintes fois dans des revues et des livres. Aucune parole ne saurait exprimer ce que fut pour ma mère cette image où figurait fixé par hasard le visage de son père dans les derniers jours ou dernières heures de sa vie, 54. La photographie des morts et du passé révolu. La photographie des morts a entre autres pour fonction de produire un effet de présence, de substituer à l'absence de la personne un équivalent iconique qui en recouvre le vide. La représentation photographique du mort permet de faire comme si l'absent était ici et maintenant le même. Saviez-vous, commençait-elle, que Mrs. Charles Kingsley était très dévouée au souvenir de son mari. Elle gardait toujours près d'elle le buste du défunt. Lorsqu'on rendait visite à Mrs. Charles Kingsley, il fallait aussi rendre visite au mari. Tous les deux vous jetaient des regards noirs. Et non seulement cela, reprenait-elle, mais Mrs. Charles Kingsley avait épinglé sa photographie sur l'autre oreiller, 55. Ainsi, dans l'un des romans de Sylvie Germain, à chaque Noël les beaux-parents dressent en même temps que la crèche, la photographie de leur fils et époux de l'héroïne, mort dans un accident de voiture. Pour la 2e fois, le rituel s'accomplira devant le portrait de l'absent qui surplombe la crèche, suspendu au trumeau de la glace par des cordonnets d'argent. Quelle fonction est-il ainsi censé remplir ? Celle du père invisible veillant sur ses enfants, celle du fils prévenant le nouveau-né qu'il fut de sa mort à venir en pleine force de l'âge, ou plus modestement celle d'un bon ange protégeant la famille Bérinx, 56. La photographie d'un mort est appréhendée de plusieurs façons par le membre de la famille qui la regarde. Elle peut se distinguer des autres parce qu'elle évoque au mieux le sentiment, la perception, que celui qui la regarde a ou a eu de la personne. Liée à d'autres sens, elle évoque la vérité d'une relation et le contexte dans lequel elle a été prise. Pour Clémence, les photos qu'elle souhaite garder de sa mère décédée sont de plusieurs ordres. Il y en a où je la retrouve telle que je l'ai imaginée, conservée, et il y a aussi des photos que je souhaite garder parce que ça me renvoie une image d'elle qui lui correspondait, je pense, mais qui n'est pas forcément la manière dont moi enfant je la voyais, et ça c'est important aussi. Comment elle était en tant que femme, des photos d'elle jeune. C'est très diffus. Ce n'est pas le portrait officiel ou la photo esthétique, un portrait où elle est plus réussie que sur d'autres. Là en l'occurrence, pour ma mère ce n'est pas ça. Je peux être attendrie par un portrait et garder du quotidien de l'éphémère.
L'importance des photos de ceux qu'on appelle aujourd'hui non plus les morts mais les disparus tient en leur double capacité. Rappeler des personnes, des événements, des lieux, des moments heureux et ou faire renaître les émotions qui y sont associées. J'avais 8 ans. Il me demandait toujours de lui lire parce qu'il était vraiment malade et moi toute jeune à 8 ans, je racontais. Il disait encore un petit peu et je lui disais non, je suis fatiguée, je veux aller jouer avec mes copines. Et ça je m'en souviens en regardant une photo de mon père. La photographie fait ainsi apparaître un double temps, l'époque où la photographie a été prise et le présent de l'image. Mes yeux se posèrent sur la photo que Savannah avait accrochée sur le mur, au-dessus de son bureau. Luc et moi sourions à l'objectif, et nous tenons tous les deux Savannah par l'épaule. Savannah rit et pose sur Luc un regard affectueux, exempt de toute complication. Si l'un de nous avait su ce que cette année allait apporter, nous n'aurions pas arboré un tel sourire. Mais la photo arrêtait le temps, et ces 3 Ouigots souriants resteraient pour toujours sur ce bateau unis par les liens d'amour fragiles, mais impérissables. 57. Le moment où Clémence a voulu avoir des photos de sa mère décédée a correspondu à la période où le souvenir visuel de celle-ci a commencé à disparaître. Ma mère, ça fait 10 ans qu'elle est décédée. J'ai gardé très longtemps une image extrêmement nette, puis je me rends compte que l'image s'estompe, je veux dire la précision des traits, des expressions. Évidemment, elle reconnaîtrait entre mille, mais cette idée de perception des expressions du visage qui était mon quotidien, ça s'estompe avec le temps. Donc oui, c'est important. J'ai été prendre des photos chez mon père, des photos de ma mère que j'ai voulu garder. La photographie est à la fois une pseudo-présence et une marque de l'absence. Elle exerce dans notre contexte culturel un pouvoir sensoriel très développé en rendant présentes à l'esprit les choses ou les êtres absents. 58. C'est bien cet effet de présence que Gabriel exprime avec ces mots. C'est important parce que ça s'efface, ça reste présent surtout pour des personnes à qui l'on tenait beaucoup. Avec la photo, de la présence existe. Bien qu'il n'y ait que de l'absence. Mais le visage finit par s'effacer. D'ailleurs que ce soit les vivants que tu ne vois plus ou les morts. C'est important, les photos, ça fait partie du passé. En ce sens, la photographie des disparus, mais aussi des moments passés et des enfants qui grandissent, se caractérise par l'articulation de la perte et du reste. Perte des circonstances uniques qui ont été la cause de l'acte photographique, mais aussi du moment de cet acte, de l'objet à photographier, du temps et de l'être aimé. 59. Comme empreinte lumineuse, la photo est la présence intime de quelque chose, d'une personne, d'un lieu, d'un objet qui en même temps donne la saisie la plus forte d'une fois jamais plus. Elle date impitoyablement les êtres qui sont pour nous les plus vivants, mais en dehors de toute durée. Elle les met dans un espace strictement localisable, mais en dehors des vrais lieux. Chacun n'y est plus qu'une fraction de seconde et une coupe d'espace que nous ne pouvons pas vivre ni revivre. 60. Elle est un moment particulier, isolé de son avant et de son après, restituant non pas la mémoire d'un parcours temporel mais plutôt la mémoire d'une expérience de coupure radicale de la continuité qui fonde l'acte photographique lui-même. 61. Mon père me prend dans ses bras, il fait siffler le vent dans mes boucles blondes et me lance de plus en plus haut. Ma poitrine se contracte. Je m'entends hurler, plus de peur que de rire, au moment où je quitte ses mains et ne sens plus que de l'air autour de moi. Qu'aura-t-il crié ? Hop là, Joris s'envole. Impossible à lire sur ses lèvres. Je ne sais pas qui a pris cette photo, qui m'a définitivement laissé suspendu dans le vide au-dessus de ses doigts comme un angelot craintif. 62. La photographie joue son rôle d'empreinte indubitable, mais de la façon la plus cruelle qui soit, en soulignant surtout notre impuissance radicale au regard du temps qui s'est écoulé sans remède. La perte est irrémédiable, absolue parce que ce temps, ces circonstances, cet être sont à jamais perdus. Au bout de 2 heures de recherche, elle retrouva la photographie, laquelle était plus ou moins fidèle à son souvenir. Au dos figurait cette légende, écrite d'un fin trait de crayon. Peggy et Caroline, mai 1962. Elle se remit à pleurer. En proie au chagrin, elle regarda cette image pendant 1 heure. La photo légèrement pâlie par le temps montrait les 2 jeunes filles assises sur une balustrade près de l'hôtel. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.